Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Seb, ça va et toi? Moi ça va bien, toujours, toujours. Alors dis-moi, on va commencer cet entretien. Déjà, je vais te remercier de me l'accorder, De rien. forcément. Tu es une femme extrêmement débordée, beaucoup de travail Ouais. avec l'agence Denis. Donc je vais te demander de te présenter et de nous dire ce que tu faisais avant de venir, donc à Donetsk, et ce que tu fais bien entendu aujourd'hui. Donc je m'appelle Christelle Néant, je suis journaliste pour l'agence Denis Presse. Donc avant de venir ici à Donetsk, j'étais webmaster et social community manager dans une grosse multinationale en Europe. Et donc aujourd'hui, je suis journaliste pour Denis. Je m'occupe principalement de la section francophone, mais je fais aussi parfois des articles en anglais pour Denis Presse et Denis D'accord. News. D'accord. Oui, tu as un rôle un peu de traductrice en fait, quoi. Pas vraiment, non, pas vraiment. Même s'il m'arrive de faire des traductions, je fais surtout des reportages de terrain, des analyses, des articles de synthèse et puis de temps en temps des traductions pour des annonces importantes, entre autres celle du chef de l'État. Quand je parlais de traduction, par rapport aux articles en anglais, français. Anglais-français, je fais très très peu maintenant de traduction de l'anglais vers le français. C'est même plutôt l'inverse. Souvent, je retraduis mes articles du français vers l'anglais, parfois avec l'aide de certaines personnes comme les gens de Fort-Rousse. Non, maintenant, je fais principalement des articles personnels. D'accord. Et autrement, comment vois-tu la situation actuelle dans le Donbass et chez nos voisins ukrainiens? Voisins encombrants. Voilà, voisins encombrants, ouais, un peu gênant les voisins. La situation en Ukraine, elle est très très mauvaise, elle se dégrade de plus en plus vite, surtout depuis le blocus total du Donbass qui a été mis en place par les radicaux ukrainiens, pour pas dire les nazis ukrainiens. Donc on voit l'Ukraine qui s'enfonce vraiment à vitesse grand V, qui est en train de sombrer dans le gouffre. La question c'est quand est-ce qu'ils vont toucher le fond. Là on voit un pays en pleine somalisation au cœur de l'Europe. Donc forcément ça a un impact sur la situation ici. Depuis le début de l'année on est dans une phase d'escalade, on va dire quasi constante, avec quelques petites interruptions à chaque nouveau cessez-le-feu. Mais on voit bien une tendance générale qui est à l'augmentation des bombardements, l'augmentation des victimes, des destructions, et donc on s'attend à une offensive de la part de l'armée ukrainienne au moment où l'Ukraine touchera le fond, comme exutoire, on va dire, à l'effondrement du pays, quoi. Ah, c'est vrai que je reconnais un talent particulier quand même au régime de Kiev, c'est pour ce qui est de creuser, ils creusent. Ouais. À mon avis, ils vont pas tarder de trouver du pétrole, je pense. Ouais. Ça sauverait peut-être s'ils ont trouvé. Mais bon, c'est une évidence, quoi. Je veux dire. D'un point de vue général, depuis ton arrivée dans DNR, quelle évolution as-tu pu constater? Que ce soit au niveau économique, militaire, et au niveau de la population en général, quoi, ton intégration et tout. Au niveau militaire, donc depuis un an, on observe cette escalade, donc on a pu voir aussi une augmentation, on va dire, des niveaux de sécurité au sein de la République suite aux différents attentats qui ont pu avoir lieu et actes de sabotage. Au niveau économique, on voit quand même une reprise, on voit des réouvertures de magasins, de restaurants, d'usines, des ouvertures de nouvelles industries. On voit le développement de l'économie locale avec ces initiatives, par exemple en DNR, ce logo fabriqué en DNR. Il y a vraiment une volonté de redresser l'économie. On voit des efforts de reconstruction, entre autres au niveau des routes. Toute l'année dernière, moi j'ai vu un certain nombre de routes qui étaient dans un état lamentable, qui ont été remises en état. On voit que ça continue. On voit qu'il y a vraiment un effort des autorités pour améliorer la situation, aussi bien sociale. Il y a eu 2 augmentations en un an du minimum retraite. Ils ont débloqué des fonds pour les aides sociales pour les mères seules, pour les familles avec enfants, etc. Donc, pour les anciens combattants aussi. Les anciens combattants aussi. Donc là, ils ont fait un premier essai avec une aide en une fois pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, y compris ceux qui sont de l'autre côté, donc qui sont côté ukrainien. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer la situation pour la population et là la mise sous tutelle des entreprises qui étaient auparavant
auparavant sous juridiction ukrainienne, va énormément aider la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk à aller dans ce sens-là, puisque ces entreprises vont contribuer énormément au budget des deux républiques et donc vont permettre de financer tous ces projets sociaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il est bon quand même de rappeler par rapport à cette nationalisation justement des entreprises ukrainiennes, parce que certaines personnes qui vont voir la vidéo ne sont pas nécessairement au courant et en ont entendu parler uniquement par on va dire, le regard de nos médias occidentaux. Il est bon de rappeler pourquoi il y a eu cette nationalisation. Donc en fait, c'est dû au blocus total du Donbass qui a été instauré justement par les nazis ukrainiens. D'abord, ça visait simplement à bloquer donc, les trains de charbon qui venaient du Donbass et qui permettaient d'alimenter les centrales électriques ukrainiennes. Ça s'est étendu en fait à tout le trafic, aussi bien ferroviaire, mais aussi de fret routier. Donc ça a en fait paralysé totalement un bon nombre de ces industries qui étaient toujours sous juridiction ukrainienne, payaient leurs impôts en Ukraine et avaient leurs débouchés vers l'Ukraine, entre autres des industries comme l'usine métallurgique de Yenakivo. Donc ces entreprises n'ayant plus de débouchés, ne pouvant pas livrer leurs produits et ne pouvant pas recevoir les matières premières depuis l'Ukraine, se sont retrouvées bloquées. Oui, donc mise à l'arrêt, celle d'Yenakivo par exemple emploie 1000 personnes, elle s'est retrouvée mise à l'arrêt. Donc 1000 personnes mises au chômage, voilà, ça s'est réglé. Donc l'État ici ne pouvait pas laisser faire une telle gabegie économique, surtout que ces entreprises sont viables, peuvent fonctionner en recevant des matières premières et en livrant leurs produits soit sur le marché local, soit sur le marché russe. Donc il a été décidé de les mettre sous tutelle en fait de l'État. Donc c'est pas une vraie nationalisation, c'est une mise sous tutelle entre guillemets temporaire. Et donc ces entreprises vont contribuer au budget, donc cette fois payer leurs taxes et contribuer au budget des deux républiques populaires. D'accord, c'est intéressant ça. En rebondissant un petit peu sur justement l'économie ukrainienne, on peut signaler que pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle usine qui va ouvrir de fabrication d'asphalte, justement pour continuer à réparer les routes, rénover les routes et les trottoirs. Donc c'est une très bonne chose. Donc, et ça va aussi vers des industries de pointe. L'année dernière, ils ont ouvert une usine de fabrication d'imprimantes 3D, par exemple. Donc ça ne concerne pas seulement, on va dire, de l'industrie, on pourrait dire entre guillemets grossière, comme une usine d'asphalte ou des aciéries. Ça concerne aussi de la haute technologie. Donc les deux républiques ont des potentiels industriels très intéressants pour les investisseurs étrangers. De toute façon, tout est lié. On peut signaler quand même aux personnes qu'à Donetsk, on a une grande université technique qui forme des ingénieurs de pointe. Donc forcément, il y a tout à fait un potentiel au niveau de l'avenir. Oui, le développement des deux républiques, je pense, qui est assez intéressant. Oui, de toute façon, il me semble qu'à Lugansk, c'est pareil. Il me semble qu'il y a une faculté technique aussi à Lugansk. Il y a une faculté technique et ils ont pas mal d'usines qui ont réouvertes. Bon, ça va des choses simples comme l'usine de vodka jusqu'à l'usine de munitions qui fournit maintenant les deux républiques en munitions d'armes légères. Ah mince, ce n'est pas la Russie donc Non, c'est pas la Russie, non. Ah mince, je pense... Le Figaro m'avait parlé que... Figaro est mal renseigné. Il me semblait bien aussi quand même. Et comment vois-tu l'avenir, aussi bien toi à titre personnel qu'au niveau de la République de Donetsk et de Lugansk? À titre personnel, mais moi je vois mon avenir ici, clairement. Je suis venue ici parce que je me sentais beaucoup plus proche des valeurs et des idéaux que défendent les deux républiques populaires que ce que nous avons en Europe. Donc clairement en un an j'ai pu voir qu'effectivement ma place elle est ici et donc je vais continuer ma vie ici même après la guerre. J'ai d'ailleurs le passeport de la DNR donc ça n'est pas un problème. Je pense que l'avenir des deux républiques ça sera au sein de la Fédération de Russie. Finalement, il y a eu pas mal de tergiversations pendant cette année écoulée où on ne savait pas trop est-ce que ça allait être une Novorossie indépendante ou finalement une intégration au sein de la Fédération de Russie. Finalement, à force de... l'Ukraine a tellement poussé en fait, le Donbass hors du pays que tout retour est désormais impossible. L'Ukraine s'assoit désormais officiellement sur les accords de Minsk. Donc là, la Russie a pris acte
Et donc on a vu la mise en place d'un comité d'intégration Russie-Donbass qui est tout à fait officiel, qui a son site internet, etc. Et une entreprise conjointe avec la Crimée pour faciliter le business entre la Russie, la Crimée et puis le Donbass. Donc je pense que ça va se terminer par une intégration, je pense que ça va prendre du temps parce que les deux républiques subissent très très lourde destruction qui coûterait très très cher à la Fédération de Russie et donc je pense que ça va être une intégration qui va se faire petit à petit. Je pense déjà cette année on va faire une intégration économique, sociale, humanitaire, culturelle et puis petit à petit ça va s'étendre à d'autres domaines jusqu'au moment où on terminera comme la Crimée par intégrer la Fédération de Russie. Oui, de toute façon, on peut clairement dire que le retour des deux républiques au sein de l'Ukraine actuelle, enfin je veux dire même l'Ukraine de toute façon du futur, si tant est que l'Ukraine est un futur. Est un futur, oui, parce que ça c'est la grande question. Je veux dire par là qu'il y a eu quand même une cassure qu'on peut un peu comparer à ce qui s'est passé en Yougoslavie, je veux dire. Ce n'est plus possible, je pense. Ça n'est plus possible, il y a eu trop de morts, il y a eu trop de sang. Tous ceux avec lesquels je discute ici, donc les habitants qui sont nés ici, disent que ça n'est plus possible de retourner en Ukraine. On ne peut pas retourner sous le drapeau sous lequel l'armée ukrainienne nous a bombardés, a tenté de nous tuer. C'est pas possible. Donc, ça semble frapper du coin du bon sens, mais bon... Ouais, c'est vrai que généralement, c'est un discours qu'on entend sans haine ni mépris, je dirais, hormis quelques rares exceptions qu'on peut comprendre par rapport... justement parce que les gens se prennent des bons coups. Voilà, ça fait 3 ans quand même que c'est la guerre ici, et forcément, on peut tomber sur des gens qui peuvent être très en colère contre le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne, mais globalement, c'est comme des gens assez posés et qui aimeraient la paix de toute façon, mais qui savent qu'ils ne voient plus leur futur avec l'Ukraine, en tout cas. C'est pas possible, il y a eu plus de 10 000 morts, officiellement. En réalité, on est plus proche des 50 000 que des 10 000. Sans parler de tous les blessés, les gens qui ont eu leur maison détruite. Avec la République populaire de Donetsk, on a eu 24 000 habitations qui ont été détruites en 3 ans. C'est autant de personnes qui forcément ne peuvent pas envisager de revenir sous la bannière et l'hymne du pays qui leur a fait subir ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Donc non, clairement, il n'y a pas d'avenir pour le Donbass au sein de l'Ukraine. La seule question qui se posait, c'était est-ce que c'était des républiques réellement indépendantes ou une intégration au sein de la Fédération de Russie. Il semble qu'on se dirige vers ce deuxième scénario. Et je pense que ça sera une bonne chose et que comme le peuple de Crimée, les deux républiques populaires pourront se féliciter d'avoir fait ce choix. Je pense aussi, oui. Est-ce que tu désires ajouter quelque chose ? Non, rien de spécial, juste à tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à suivre aussi bien le blog de Sébastien que le site de Denis Presse pour vous tenir informé sur ce qui se passe dans le Donbass et à relayer l'information. Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est important. Cette guerre de l'information, elle est importante pour pouvoir gagner aussi la guerre tout court. Les guerres modernes ne se gagnent pas que sur le champ de bataille, donc même si ça n'a l'air de rien, juste un petit partage, un petit like, un petit commentaire, ce n'est pas grand chose, c'est quelques secondes de votre temps, mais ça peut permettre d'aider à gagner cette guerre-là. Je valide le propos et j'invite bien évidemment tout le monde à suivre ces conseils amicaux. Voilà. Bon, écoute, je vais te remercier en tout cas pour l'entretien. De rien, Sébastien. Et je vais te souhaiter une agréable journée. Souhaiter une agréable journée à toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo. Ouais. N'oubliez pas de mettre un petit like, histoire de glisser une quenelle à tous les parasites, bien entendu. Et sur ces sages paroles, je vous salue. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée.